la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à ce journal magazine, journal du dimanche consacré à l'actualité et aussi au rappel des événements de la semaine qui s'achève. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo est aujourd'hui à son 305e jour d'agression. Nous exprimons ainsi notre soutien aux populations de la partie est du pays victimes de cette guerre injuste imposée à la RDC par le pays voisin. Tout d'abord, l'actualité. Où il séjourne il y a de cela quelques jours, le président de la République a promulgué la loi des finances exercice 2013. Des précisions avec vous, André Ngouej-Katot Andna. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a promulgué le 1er février 2013 la loi des finances pour l'exercice 2013 dont voici le contenu. Loi des finances numéro 009 du 1er février 2013 pour l'exercice 2013. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue dont la teneur suit. Première partie, les dispositions générales. Article 1er. La présente loi s'applique aux finances du pouvoir central. Elle contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du pouvoir central de l'exercice 2013 et fixe globalement la part des recettes à caractère national allouées aux provinces conformément à la Constitution et à la loi numéro 11/0011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Article 2. Les recettes et les dépenses du pouvoir central de l'exercice 2013, ainsi que les opérations de trésorerie y rattachées, sont régies conformément aux dispositions de la présente loi. Article 3. Les recettes et les dépenses inscrites au budget du pouvoir central de l'exercice 2013 sont fixées conformément aux documents et états annexés à la présente loi. Le budget du pouvoir central est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux. Deuxième partie, les dispositions spécifiques aux recettes. Article 4. Les recettes de l'exercice 2013 sont constituées des ressources internes et des ressources extérieures classifiées par nature conformément à l'article 34 de la loi relative aux finances publiques. Article 5. Toute demande d'exonération des droits des douanes, des impôts et des taxes fiscales, création, modification d'un impôt ou d'une taxe fiscale ou parafiscale doit recevoir l'approbation préalable du ministre en charge des Finances. Article 6. Le taux d'intérêt moratoire dû à l'impôt direct et indirect passe de 10 à 4% par mois de retard. Article 7. Le taux de prélèvement de l'impôt sur les bénéfices et profits des prestations des personnes physiques ou morales sont non résidentes est fixé à 14%. Il est collecté à la source par le redevable légal. Article 8. Les recettes de l'exercice 2013 sont arrêtées à 7 259 milliards 93 809 205 francs congolais. Tels que répartis à l'État figurant à l'annexe 1. Article 9. Les recettes du budget général de l'exercice 2013 sont arrêtées à 6 434 milliards 674 millions 545 870 francs congolais. Elles sont réparties conformément à l'État figurant à l'annexe 2. Article 10. Les recettes à caractère national allouées aux provinces s'élèvent à 1578 milliards 396 millions
289 899 francs congolais, conformément à l'annexe 11. Article 11. Les recettes des budgets annexes, au même titre que leurs dépenses, sont évaluées à 516 milliards 429 millions 915 000 francs congolais. Ces recettes comprennent les recettes propres des universités et instituts supérieurs, ainsi que les hôpitaux généraux de référence repris à l'État figurant à l'annexe 12 de la présente loi. Article 12. Les recettes des comptes spéciaux, de même que leurs dépenses, sont estimées à 307 milliards 999 millions 348 millions 1335 francs congolais. Ces recettes sont constituées des prélèvements obligatoires effectués par les fonds, les offices et les entreprises repris à l'État figurant à l'annexe 13 de la présente loi. Troisième partie des dispositions spécifiques aux dépenses. Article 13. Les dépenses de l'exercice 2013 sont arrêtées à 7 259 milliards 93 millions 809 205 francs congolais, tels que répartis à l'État figurant à l'annexe 1. Article 14. Les dépenses du budget général sont arrêtées à 6 434 milliards 674 millions 545 870 francs congolais. Elles sont constituées de dépenses courantes et de dépenses en capital. Article 15. Les dépenses courantes sont composées de titres ci-après. Dette publique en capital arrêté, 458 milliards 611 millions 109 753 francs congolais. Frais financiers évalués, 153 milliards 709 millions 38 808 francs congolais. Personnel arrêté. Vous avez bien compris que c'est une série des ordonnances que le chef de l'État vient de signer, promulguées depuis les Katanga. Ça, c'est un duplex. Nous sommes également en mesure de vous proposer un élément vidéo. Voici l'élément vidéo avec André Ngouech Katot Antna. Je disais donc, depuis le Katanga où il séjourne, il y a de cela quelques jours, le président de la République a promulgué la loi des finances exercice 2013. De précision avec vous, André Ngouech Katot Anna. A promulgué le 1er février 2013 la loi des finances pour l'exercice 2013 dont voici la teneur. Loi des finances numéro 13/009 du 1er février 2013 pour l'exercice 2013. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Première partie. Des dispositions générales. Article 1er. La présente loi s'applique aux finances du pouvoir central. Elle contient des dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du pouvoir central de l'exercice 2013 et fixe globalement la part des recettes à caractère national allouées aux provinces conformément à la loi, à la Constitution et à la loi numéro 11/001 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Article 2. Les recettes et les dépenses du pouvoir central de l'exercice 2013, ainsi que les opérations de trésorerie y rattachées, sont régies conformément aux dispositions de la présente loi. Article 3. Les recettes et les dépenses inscrites au budget du pouvoir central de l'exercice 2013 sont fixées conformément aux documents et états annexés à la présente loi. Le budget du pouvoir central est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux. Deuxième partie, des dispositions spécifiques aux recettes. Article 4. Les recettes de l'exercice 2013 sont constituées des ressources internes et des ressources extérieures classifiées par nature conformément à l'article 34 de la loi relative aux finances publiques. Article 5. Toute demande d'exonération des droits des douanes, des impôts
taxe fiscale, création, modification d'un impôt ou d'une taxe fiscale ou parafiscale doit recevoir l'approbation préalable du ministre en charge des Finances. Article 6. Le taux d'intérêt moratoire dû à l'impôt direct et indirect passe de 10 à 4% par mois de retard. Article 7. Le taux de prélèvement de l'impôt sur les bénéfices et profits des prestations des personnes physiques ou morales non résidentes est fixé à 14%. Il est collecté à la source par le redevable légal. Article 8. Les recettes de l'exercice 2013 sont arrêtées à 7 259 milliards 93 809 205 francs congolais, tels que répartis à l'État figurant à l'annexe 1. Article 9. Les recettes du budget général de l'exercice 2013 sont arrêtées à 6 434 milliards 674 545 870 francs congolais. Elles sont réparties conformément à l'état figurant à l'annexe 2. Article 10. Les recettes à caractère national allouées aux provinces s'élèvent à 1 578 milliards 396 289 899 francs congolais conformément à l'annexe 11. Article 11. Les recettes des budgets annexes, au même titre que leurs dépenses, sont évaluées à 516 milliards 429 915 000 francs congolais. Ces recettes comprennent les recettes propres des universités et instituts supérieurs, ainsi que des hôpitaux généraux de référence repris à l'état figurant à l'annexe 12 de la présente loi. Article 12. Les recettes des comptes spéciaux, de même que leurs dépenses, sont estimées à 307 milliards 999 348 335 francs congolais. Ces recettes sont constituées des prélèvements obligatoires effectués par les fonds, les offices et les entreprises repris à l'état figurant à l'annexe 13 de la présente loi. Troisième partie des dispositions spécifiques aux dépenses. Article 13. Les dépenses de l'exercice 2013 sont arrêtées à 7 259 milliards 93 809 205 francs congolais, tels que répartis à l'état figurant à l'annexe 1. Article 14. Les dépenses du budget général sont arrêtées à 6 434 milliards 664 545 870 francs congolais. Elles sont constituées de dépenses courantes et de dépenses de capital. Article 15. Les dépenses courantes sont composées des titres ci-après. Dette publique en capital arrêté à 458 milliards 611 109 153 francs congolais. Frais financiers évalués à 153 milliards 709 38 808 francs congolais. Dépenses de personnel arrêtées à 1482 milliards 811 262 029 francs congolais. Biens et matériels chiffrés à 203 milliards 840 185 730 francs congolais. Dépenses de prestations arrêtées à 322 milliards 576 877 230 francs congolais. Transferts et interventions de l'État évalués à 1238 milliards 999 55 409 francs congolais. Les dépenses courantes sont réparties conformément aux états figurant aux annexes 2, aux annexes 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Les dépenses en capital sont constituées des titres suivants. Dépenses d'équipement arrêtées à 1529 milliards 485 millions 428 767 francs congolais. Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrages et édifices, acquisition immobilière chiffrée à 1044 milliards 631 millions 588 465 francs congolais. La répartition de ces dépenses est indiquée dans les états figurant aux annexes 9 et 10. Article 16. Les allègements au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés et de l'initiative à l'annulation de la dette multilatérale inscrite dans le budget 2013 sont affectés aux dépenses de lutte contre la pauvreté. Article 17. Les dépenses de personnel comprenant les rémunérations des fonctionnaires et agents de l'État civil et militaire sont évaluées et exécutées conformément au barème approuvé par le ministre ayant le budget dans ses attributions. Les rémunérations transférées en province sont comprises dans l'enveloppe de rémunérations reprises dans la présente loi. Quatrième partie, des dispositions diverses, particulières et finales. Article 18. En attendant la mise en place des textes, procédures, modalités d'exécution du budget de l'État conformément à la loi relative aux finances publiques, le ministre ayant le budget dans ses attributions ou son délégué liquide par un visa préalable toute dépense engagée et jugée régulière. Article 19. Pour un suivi efficient de l'exécution du budget et une meilleure appréciation du plan d'engagement et du plan de trésorerie, le ministre ayant les finances dans ses attributions transmet journellement au ministre ayant le budget dans ses attributions la situation des versements et des décaissements du compte général et des sous-comptes du trésor public. Article 20. La présente loi prend effet à compter du 1er janvier 2013. Fait à Lubumbashi le 1er février 2013, Joseph Kabila Kabange. Pour la copie certifiée conforme à l'original, pour le cabinet du président de la République, Gustave Beyassikou, directeur de cabinet. Eh bien, autre chose à présent, un accueil mérité, ce de ça qu'a bénéficié le Premier ministre Augustin Matata Ponyo lors de son récent séjour dans la province du Katanga. C'est donc l'accueil que lui a réservé la fédération du Haut-Katanga du PPRD, Gisèle Ngalola, pour le commentaire. Mercredi 30 janvier 2013, le Premier ministre, chef du gouvernement Matata Ponyo, en séjour à Lubumbashi, a visité pour la première fois la fédération du PPRD du Haut-Katanga. Il a été accueilli chaleureusement par les cadres et militants du parti. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire du PPRD au Katanga, Louis Tolé, a évoqué le soutien de tous les membres au président de la République, au Premier ministre et à tout le gouvernement. Le Premier ministre Matata Ponyo, dans sa casquette de haut cadre du PPRD, a invité ses camarades à soutenir le président Joseph Kabila dans son programme de la révolution de la modernité, tout en mettant un accent particulier sur la rigueur dans la gestion des finances publiques. Tuko premier ministre wa majorité présidentielle, mais tuko ministre wa parti PPRD yenye iko majoritaire. Tutaomba nyinyi wenye mko kati ya chama yetu ya PPRD muendelee kumuunga Rais Kabila mkono, muendelee kuunga gouvernement yenyewe yeye rais alichagua mkono kwa gisi tutumike kazi. Kazi ya chama ni kazi ya kuendelesha mugini mbele, haiko vile? Sisi kama tunampenda Joseph Kabila Kabange, rais wa Kongo, inafaa tumsaidishe kwa gisi ile vision yake ya revolution ya modernite ijimaterialize. Vision ya modernite ya Joseph Kabila ni nini? Manjia ijengeo, masomo ijengeo, macentre de santé ijengeo, madawa ikuwe kumahopito, wakongomani wapate kukula kila siku mara tatu, haiko vile? Il ndio révolution ya modernité. La visite du chef du gouvernement a permis aux militants et cadres de la fédération de se sentir raffermis par la présence d'un grand homme qui soutient la philosophie du PPRD.
Toujours au Katanga, la population de Lubudi est confrontée à des difficultés énormes dans divers domaines. Elle a lancé un SOS aux autorités du pays. C'était en présence de Christine Lenjo et d'Hermé Bangando. Katanga a une grande cimenterie construite dans les territoires de Lubudi appelée Cimacat. Cette cimenterie qui alimentait presque toute cette province et les environs en production du ciment gris est aux arrêts, bientôt 3 ans. Cela crée un chômage forcé des travailleurs et sur le plan économique, cet arrêt a créé une rareté de ciment gris dans toute la contrée. Ce n'est pas tout. Sur le plan énergétique, la population de ces coins du pays vit dans l'obscurité la plus totale du seul fait d'une panne au niveau des transformateurs. Elle n'a pas l'eau potable, pas de route, elle crie ici au secours. L'électricité, il n'y en a pas, même de l'eau. Depuis le mois de septembre 2012, que l'alternateur de la Cimencat ne tourne plus. Donc il n'y a plus de courant sur place ici, ça accroît encore les difficultés de la population. En dehors de ça, il n'y a pas de l'eau potable. Nous y sommes pour des raisons de service, mais sinon c'est très dur. Et puis, j'ai dit que Lubudi était enclavé. Il n'y a pas de moyen de communication. Les routes sont telles que des 45 km vers ici, vous faites 3 heures. Ce qui est impossible. Mais tout ça, c'est dur. Sur place ici, comme la Cimencat est à l'arrêt, on ne sait même pas évoluer. Parce que tout est né à partir de la Cimencat. Des infrastructures Fridolin Kassochimusoka vient de procéder au lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 5 Kasomeno-Kambu dans le Katanga. C'était en présence du gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe, Hermé Bangando et Christine Lenji. C'est le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction qui a présidé tôt le matin de vendredi 2 février la cérémonie du lancement des travaux de réhabilitation, de gestion et d'entretien de la route Kasomeno-Kambu. Le coup d'envoi des 10 travaux a été donné par le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, secondé par les représentants résidents de la Banque mondiale. La réhabilitation de la route Kasomeno-Kambu dans la province du Katanga s'inscrit dans le cadre du projet de réouverture et d'entretien des routes hautement prioritaires, projet piloté par la cellule infrastructure. Cette route, la nationale numéro 5, longue de 320 km, relie les Katanga à la province du Kivu. Présent à cette cérémonie, le ministre de l'Environnement, celui de l'Énergie, le gouverneur de la province orientale et quelques députés du Katanga. Notez que sur cette route, l'entreprise chinoise Yangtze Corporation for Economic Development va procéder à la réhabilitation de la chaussée, également à la construction ou réhabilitation des ouvrages d'assainissement. C'est là grâce au financement de la coopération britannique et de la Banque mondiale avec l'apport du gouvernement congolais. Le ministre Fridolin Kassochi a à cet effet appelé l'entreprise chinoise Yangtze d'œuvrer avec professionnalisme pour terminer dans les délais contractuels les travaux de cette route. Le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, a de son côté appelé la population à veiller sur les matériels qui vont favoriser l'accomplissement des travaux sur le terrain. Les représentants de la Banque mondiale, partenaires du gouvernement, a loué la détermination du gouvernement de relier toute la nation par la voie routière. De cette cérémonie, quelques personnalités du pays se sont exprimées au micro de Christine, notamment le directeur général du Fonds d'entretien routier, Fulgence Bamaros. Vous savez, vous connaissez l'histoire de notre pays. Nous disposons d'un réseau routier long de 152 400 km. Ce réseau est resté pratiquement à l'abandon pendant près de 2 décennies, ce qui a fait que sur les 152 400 km de route dont nous disposons, il n'y a que 15% du réseau qui était resté fonctionnel. Et dans le cadre du programme portant les 5 chantiers de la République, un effort a été fait pour la remise en état d'un réseau ultra prioritaire de plus ou moins 30 000 km, dont 16 000 à charge de l'Office de route, y compris les tronçons dont les travaux viennent d'être lancés aujourd'hui. Et si toutes ces routes par le passé nous les avons perdues, c'est par manque d'entretien. Au niveau du gouvernement, avec l'impulsion du chef de l'État, il est mis sur pied un Fonds national d'entretien routier qui a pour mission de financer l'entretien des routes. Aujourd'hui, on réhabilite les routes. L'effort doit être fait. Au-delà de l'investissement consenti, il faut un effort de maintenance et de préservation de ces acquis. Je remercie très sincèrement le chef de l'État, le président de la République, ainsi que le gouvernement, le Premier ministre Mata Pogno,
pour avoir songé à réhabiliter la route qui va vers Kalemi, parce que c'est une route qui a un intérêt national. Le projet qui vient d'être lancé, nous venons de l'accueillir à bras ouverts et nous restons derrière pour soutenir les actions du chef de l'État. Restons toujours aux ITPR pour signaler également les lancements des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine du quartier Maluka dans la commune de Ngaliema. C'était en présence du DGAI de l'Office de voirie et drainage, Benjamin Wenga. C'est un reportage signé Antoine Bolamba. L'inspection du directeur général de l'Office des voiries et drainage, l'avenue du tourisme. Le constat de manque d'entretien des caniveaux, notamment par certains inciviques du coin, a profondément préoccupé Benjamin Wenga Basoubi. Il a poursuivi sa visite d'inspection sur l'avenue Nzolana. Nous sommes à Maluka, dans la commune de Ngaliema. Ici sur place, Benjamin Wenga Basoubi a évalué le lancement des travaux qui visent notamment la stabilisation du sol sur ce tronçon important. La réhabilitation de cette route, c'est une volonté conjuguée du gouvernement de la République et de l'autorité provinciale de Kinshasa sous l'impulsion du chef de l'État lui-même, a déclaré le DG Wenga. C'est encore une intervention qui va servir à la population de pratiquer la route, qui est pratiquement impraticable. En attendant que le projet démarre, nous ne pouvons pas laisser cette population comme ça. C'est pour ça que les autorités nous ont demandé d'intervenir dans l'urgence. La population de Maluka n'a eu qu'un seul mot à l'endroit des autorités du pays. Merci. Comme tous les dimanches, le directeur général de l'OVD, Benjamin Wenga Basoubi, a également palpé les réalités de la réparation des séparateurs sur le boulevard du 30 juin à la Gombe. Aux usagers de la route, il a tout simplement lancé un appel au civisme. Nous demandons à la population de Kinshasa d'utiliser la route en bon père de famille. Nous demandons également aux piétons de comprendre que la route se partage. Il y a le tour aux piétons, il y a le tour aux automobilistes. La communauté internationale célèbre les 4 février de chaque année la journée internationale de lutte contre le cancer. À cette occasion, le ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi, a adressé un message à la nation pour une prise de conscience de cette maladie guérissable, a-t-il souligné. Virginie Lefembe et Robert Ndaï. Nous est faite cette année par un thème très évocateur, à savoir le cancer. Le saviez-vous ? Le cancer est un fléau mondial qui n'épargne personne du fait de son âge, de son sexe, de sa race, de sa religion, de son état de richesse ou de son état de pauvreté. Du fait de la mortalité élevée et des souffrances humaines multiformes, cette maladie impose aux malades et à leurs proches, du fait des coûts élevés et des ressources souvent insuffisantes pour sa prise en charge, le cancer constitue un problème majeur de santé publique. Cette triste réalité qu'est le cancer n'est pas le résultat d'une cause unique. Le cancer découle de la conjonction de plusieurs facteurs dont certains sont évitables, tels que le tabac, les abus dans la consommation d'alcool, l'exposition aux infections telles que le VIH-Sida, l'infection à l'hépatite B et à l'hépatite C, ainsi que l'infection par le papillomavirus. Les chances de guérison sont importantes quand la maladie est découverte à ses débuts grâce au dépistage et moyennant un traitement adéquat. Le gouvernement de la République réfléchit à la mise en place d'une politique nationale de lutte contre le cancer et à l'établissement d'un centre national de lutte contre le cancer pour coordonner tous les aspects de lutte contre ce fléau. La mortalité due au cancer est quant à elle bien évitable pour plus d'un tiers de cas dépistés précocement. Je saisis donc l'occasion de cette journée pour féliciter et remercier la Ligue nationale contre le cancer, l'INAC en sigle, et toutes les associations pour la lutte qu'elles mènent contre cette maladie.
En séjour au Katanga, le ministre des Médias Lambert Mende Omalanga a rencontré le président de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kyungu Wakumwanza. Des questions politiques et la santé de la majorité présidentielle au Katanga étaient au centre des échanges. C'est un reportage de la RTNC Lubumbashi. Sa santé, échanger avec lui sur des dossiers d'actualité brûlantes qui concernent notre pays, notre famille politique et notamment cette grande concertation que le chef de l'État a convoquée à Lubumbashi sur la transparence et la bonne gouvernance dans l'industrie minière. Lambert Mende, ministre notamment de la nouvelle citoyenneté, quoi de neuf à retenir par rapport à cette conférence, les travaux de fond qui devra se faire pour capitaliser les acquis? Eh bien, il nous faut changer. Je pense que c'est la même... le même ordre, le même leitmotiv qui a conduit à la création du ministère d'initiation à la nouvelle citoyenneté, et c'est la même préoccupation qui fonde l'initiative du président de convoquer cette réunion, que nous puissions nous dépouiller de nos vieilles mauvaises habitudes, de considérer les ressources minières que Dieu et la nature ont mis à notre disposition comme des jouets dont nous pouvons faire n'importe quoi, dont nous pouvons faire cadeau à qui que ce soit, en négligeant la première des destinations de ces ressources, le peuple congolais, l'État congolais, qui doivent bénéficier au premier chef de ces ressources. Jusque-là, nous avons constaté que bien que nous ayons augmenté en volume la production minière, nous n'avons pas constaté une augmentation proportionnelle des ressources que nos populations, notre État tiraient de cette exploitation. C'est qu'il y avait des dysfonctionnements, c'est qu'il y avait une complicité peut-être objective et non voulue de l'État avec des opérateurs extérieurs qui tirent le plus gros bénéfice alors que normalement c'est la population congolaise, c'est l'État, ce sont les provinces qui abritent ces exploitations qui devraient tirer le plus gros bénéfice. Toujours dans la province cuprifère, retenez que la direction provinciale de la RTNC va bientôt entrer dans une phase de modernisation générale par l'acquisition d'un nouvel équipement et d'une motivation du personnel. C'est l'une des promesses fermes qu'a fait le ministre des Médias au personnel de la RTNC Lubumbashi. Encore une fois, la RTNC Lubumbashi pour le reportage. Le directeur provincial de la RTNC Katanga, Jean-Pierre Sengalukavu Kalema Mutombo, a brossé à l'intention de l'hôte des marques, Lambert Mende Omalanga, la situation administrative, financière et sociale que connaît l'entreprise au niveau du Katanga. Malgré les difficultés rencontrées par les agents et cadres dans leur travail, il a évoqué l'apport considérable du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Tchapwe, qui intervient mensuellement avec une subvention dans le fonctionnement de la RTNC Katanga. Toutefois, Jean-Pierre Sengalukavu a émis le vœu de voir le ministère des tutelles, à travers la direction générale à Kinshasa, appuyer sur l'accélérateur en vue d'améliorer davantage les conditions de vie et de travail des agents. Allusion faite à la taxe sur la redevance radio et télévision. En réponse, le numéro 1 des médias congolais et porte-parole du gouvernement central a encouragé le personnel pour les sacrifices consentis et pris acte de toutes ces doléances en saluant le geste combien significatif posé d'une manière mensuelle par l'autorité provinciale. Lambert Mende Omalanga a élucidé certaines zones d'ombre qui planaient dans les têtes des agents des provinces tout en exprimant sa volonté de placer la chaîne mère sur l'orbite de la modernité à Kinshasa tout comme à l'intérieur du pays. C'est pourquoi le ministre de la Communication et des Médias a invité les agents anciens, nouveaux et les collaborateurs qui attendent leur engagement à évoluer avec le modernisme. La deuxième étape de la présence de ce membre du gouvernement de la République, c'était la visite des studios radio-TV, visite au cours de laquelle il a reçu les explications sur l'outil de production technique par le sous-directeur Basile Sengandalamba. Le tout s'est terminé par la salle où sont installés les émetteurs de la RTNC et le nouvel émetteur TV 5 Monde.
Quant à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, le pasteur Théodore Mougalou, chef de la maison civile du chef de l'État, qui a prêché aujourd'hui à l'église des Tabernacles, a invité le croyant à trouver dans la Bible les repères. Guillaume Koukoumamengipanze pour des précisions. L'agression de la République démocratique du Congo dans sa partie est, autant les sujets alimentent les salons politiques internationaux, autant que les hommes de Dieu le portent sous la conscience de tous. À l'église Tabernacle interdénominationnelle de Kinshasa, où sont venus nombreux de fidèles et les délégations venues de la Belgique, de la France et des États-Unis, la situation d'agression a été posée en termes de recherche de la paix par les indications divines contenues dans la Bible. Le pasteur Théodore Mougalou, officiant du jour, a largement abordé cette situation sous fond d'interpellation des Congolais et de la diaspora à s'approprier de la genèse et des données pour s'armer à trouver des solutions. Et la Bible a des références. La guerre est une circonstance que nous devons dominer. Mais pour dominer la guerre qui se trouve à l'Est, nous devons affûter nos armes. Et les armes de Dieu, en Éphésiens 6, versets 12 jusqu'à 18, sont spirituelles. Nous ne pouvons pas avoir des armes bien affûtées si nous ne nous sanctifions pas nous-mêmes. L'homme de Dieu, le pasteur Théodore Mougalou, a amené toute l'assemblée de l'interdénominationnelle de Kinshasa à ne pas se laisser distraire, car c'est une question d'honneur et de serment, biblique aussi. Entre ceux qui nous font la guerre, ceux qui nous ont agressés et nous, qui apporte la paix à l'autre? Nous n'avons jamais agressé nos voisins. Ce sont les voisins qui nous apportent la guerre. Et donc celui qui apporte la paix, il est appelé fils de Dieu. Et celui qui apporte la guerre, il est appelé fils de qui? Au ciel, la guerre a été déclenchée par Lucifer. Je pense que les Congolais ne doivent pas accepter d'être fils de Lucifer, mais plutôt fils de Dieu. Les priorités et les pistes de développement de la province orientale dans les domaines de l'économie et commerce, telles étaient les principales articulations de la séance de travail qu'a eu le ministre Jean-Paul Nemoyato et le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi. C'est un reportage de Pierrot Mbouyou Saïdi. Les questions liées au développement durable et intégral de la province orientale dans les domaines de l'économie et du commerce ont été abordées au cours de la séance de travail entre le ministre Jean-Paul Nemoyato Baguébolé et le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi. Le ministre lui a transmis certaines priorités du gouvernement. Le gouvernement central voudrait sensibiliser les exécutifs provinciaux à se connecter sur la politique du gouvernement central. Au stade actuel, nous donnons beaucoup de priorités, n'est-ce pas, à notre programme de réunification routière et aussi au programme de relance agricole. Tout ce qui est comme un soutien financier au niveau du gouvernement central, que le gouverneur considère comme cela est un acquis. Le gouverneur s'est engagé à concrétiser cette volonté en mettant un accent particulier sur le commerce triangulaire. La situation du commerce, nous devons le prendre en main. Dans la partie Est, nous avons beaucoup de facilités avec les commerces transfrontaliers et nous devons réglementer pour permettre à ce que les Congolais puissent s'impliquer fortement dans la partie de la zone Comessa avec l'Est de l'Afrique, donc à partir du Kenya jusque chez nous, et permettre une intégration qui soit bonne. Le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi est sorti avec des actes juridiques rendus publics dans le secteur de l'économie et du commerce afin de les appliquer dans les 4 districts de la province orientale. Signalons par ailleurs qu'en mission officielle dans la province orientale, sa terre natale, la ministre de GFE, Geneviève Inagossi Kassongo, a tenu un meeting dans les territoires de Wamba où elle a appelé les jeunes aux études et à la prise en charge. À toutes les couches sociales de la population d'être vigilantes et lutter contre l'impunité. Geneviève Inagossi a condamné toute forme de violence faite à la femme et à la jeune fille, tout en promettant qu'ensemble avec son collègue de la justice, elles vont chercher des solutions à ce mot. Enfin, Geneviève Inagossi a parlé de l'autonomisation de la femme, cela avant de remettre un lot important de médicaments et de gilets de sauvetage à ses électeurs, aussi bien un moteur hors bord. Depuis Wamba, en province orientale, Lopez Kakuba, notre envoyé spécial. C'est
Carino Airlines. Cette nouvelle compagnie aérienne en RDC a organisé son vol inaugural le samedi 2 février dernier. Blaise Ndomele et Anastasie Doumbou. Désormais, Kinshasa sera relié avec toutes les villes de l'Afrique centrale sans escale grâce à la nouvelle compagnie Carino Airlines dont le siège est situé en République centrafricaine. Cette nouvelle société aérienne va desservir en vol direct Bangui-Douala, Pointe-Noire-Kinshasa-Bangui. Le vol inaugural de cette ligne s'est effectué ce samedi 2 février 2013. L'aéroport international d'Njili a accueilli un bon monde à cette occasion. La réalisation de ces projets est le fruit du protocole d'accord signé le 12 décembre 2012 entre le gouvernement centrafricain et celui de la République démocratique du Congo. Ceci dans le cadre d'intégration des voies aériennes dans la région des Grands Lacs. Carino Airlines est une société privée centrafricaine qui va organiser 2 vols par semaine grâce à son Boeing 737-200 de 108 places. Le premier vol commercial aura lieu le mardi 5 février courant. Cette jeune compagnie dispose des appareils performants qui garantissent la sécurité des voyageurs et de leurs biens. Le PDG de Carino Airlines, Trad Saïd, consul honoraire de la République centrafricaine à Matadi, s'est exprimé. Remercier l'autorité de la République démocratique du Congo et les responsables de la RVA qui ont contribué pour que cet avion arrive à Kinshasa. Au mois d'avril, il y aura un deuxième 737-300. Le prix, c'est abordable avec cette compagnie que les Kinois aussi peuvent aller directement à Pointe-Noire. Il y a des vols directs. Tradsad a par ailleurs invité les hommes d'affaires à appointer les vols de Carino Airlines car la politique d'ouverture prônée par cette compagnie est dynamique. C'était en présence du DG de cette société, M. Trad Nasser, et le chargé d'affaires de l'ambassade de la République centrafricaine à Kinshasa, Marcel Koima Larry. La vice-ministre aux droits humains, Magui Sakina Binti Selemani, vient de regagner Kinshasa au terme d'un séjour passé à Genève en Suisse sur invitation du haut-commissaire aux Nations Unies pour le droit de l'homme. Marc César Locaté pour le commentaire. Du haut-commissaire des Nations Unies pour le droit de l'homme, Madame le vice-ministre aux droits de l'homme, Magui Sakina Binti Selemani, s'était rendue à Genève en Suisse où elle a eu d'abord à visiter les différents services de cette organisation des Nations Unies dans le but de pénétrer le mécanisme de son fonctionnement. Ce qui a laissé une très bonne impression, comme l'exprime ici le chef de section de l'EPU. C'est un premier contact avec Madame la vice-ministre et la première impression que nous avons est qu'effectivement il y a une grande ouverture de sa part, un grand appétit pour apprendre comment fonctionne cette nouvelle procédure et comment l'utiliser de façon à promouvoir et protéger les droits à l'intérieur de la RDC. Le directeur de division du Haut-Commissariat a lui aussi souligné la profonde préoccupation de Madame le vice-ministre pour les questions relevant de son secteur. Nous avons discuté donc de cette préparation, y compris le projet de loi, la ratification et la promulgation de la loi créant la Commission nationale des droits de l'homme et de la loi sur les défenseurs des droits de l'homme. Madame Magui Sakina Binti Selemani a par la suite échangé avec le haut-commissaire adjoint sur la situation de droits de l'homme au Congo, agressé dans sa partie est, où les violations de droits de l'homme se commettent à longueur de journée. À la fin de sa mission, un dîner a été organisé en son honneur à la résidence de l'ambassadeur de Belgique en Suisse. Une occasion pour Madame le vice-ministre aux droits de l'homme de s'exprimer. Ça ne peut être que le sentiment de joie, parce que vous êtes sans ignorer que je suis venue ici en observation pour essayer de voir un peu comment ça se passe au niveau de l'EPI, comment les autres pays se défendent. Monsieur l'ambassadeur vient de rassembler presque tous les amis qui ont déjà défendu et qui ont une expérience à partager. Et je ne peux avoir que le sentiment de joie. Sur l'initiative du recteur Yokalié, une journée scientifique a été organisée à l'Institut national des arts, cela à l'occasion des 45 ans d'existence de cette formation estudiantine. Suivez.
À l'occasion de la célébration des 45 ans d'existence de l'Institut national des arts, une manifestation a été organisée par le directeur général de l'INA, le professeur Yokali Emoudaba, ce vendredi 1er février 2013, dans la salle de promotion de cet institut. Pour le DG Yoka, l'INA a comme mission fondamentale la formation des professionnels en art de spectacle, en musique et la formation des animateurs culturels à partir de savoir et de savoir-faire. Malgré le haut et le bas, contre vents et marées, il s'est opéré dans notre société de petites révolutions grâce à la présence de l'Institut national des arts. Bien que l'INA ait un passé jusque-là non maîtrisé en termes de ressources humaines et logistiques, mais il est potentiellement porteur d'espoir et de talents renouvelés en termes de relève. Enfin, le professeur Yoka Liemoudaba a remercié tous les partenaires pour leur soutien total. Elle s'appelait Fanny Dimbambo Munderentekolo, l'épouse à l'apôtre Kabwela et sœur biologique à Madame la directrice générale de la RTNC, Nicole Muriel Dimbambo Kitoko, décédée il y a quelques jours à l'étranger. Madame Fanny Dimbambo a été conduite hier à sa dernière demeure. Suivez. La triste nouvelle a résonné comme un tonnerre. Le 22 janvier 2013 a eu le fait d'une traînée de poudre. Madame Fanny Dimbambo Ntekolo Mundele, épouse de l'apôtre Didier Kabwela, venait de mourir en Belgique où elle était en soins médicaux. Cela contrastait avec les assurances sous l'amélioration sensible de sa santé, surtout qu'elle était déjà sur pied. Mais hélas, son corps arrivé la veille a été levé à la morgue de la clinique Ngaliema où de nombreuses personnalités, amis et connaissances, aux côtés des membres de famille de papa Emmanuel Dimbambo Kinkanda et de maman Émilie Bwanga Mabwana. Tristesse à son comble, scènes insoutenables, personnes inconsolables, pleurs et cris, même si par moments, le stoïcisme a cherché à avoir droit au chapitre. Agent à la Direction générale d'impôts, DGI, c'est là que ses collègues ont découvert l'irréparable, celle qui hier annonçait déjà son retour au pays. La DGI est tétanisée. L'on est sorti de l'ordre. C'est entre le mot incontrôlé que les cris et le pleurs viennent réveiller ces climats glaciaux. Fanny Dimbambo. Fanny, c'est à l'espace Maïcha Park de la Gombe que s'élargit la communauté des éplorés. De la maman Émilie Bwanga réclamant son bébé, des frères, de sœurs et connaissances, de cousines, des collègues de service, des condisciples de classe, les enfants de voisins. Si seulement si on pouvait revenir à la vie, Fanny, du fait seul de cette compassion ou du seul fait de nombreux témoignages. C'est ici que l'on a retenu que Mme Fanny Dimbambo, fiscaliste et experte à la DGI, a été celle qui a motivé la conception et l'alimentation de beaucoup de choses qui sont devenues réelles dans notre pays. Nanti d'une intelligence vive avec multiples initiatives, l'on se refuse cette fois-là cette stratégie qui frappe une jeunesse en plein avenir. Les hommes de Dieu ont témoigné aussi pour ces valeurs morales, ses valeurs chrétiennes. Croyante, elle était devenue le centre de prière et même l'exemple, tout aussi conseillère de beaucoup de foyers qui doivent leur stabilité grâce à elle, la petite Fanny. Cette communauté, toute en pleurs, inconsolable, l'a accompagnée à son dernière demeure. La famille Dimbambo et son époux Didier Kabwela lui ont choisi le centre de repos éternel de Mingiadi. C'est le moment d'adieu, où les émotions sont fortes, la chair trahie, tous ces sentiments dont les larmes seules savent les exprimer en résumé. C'est ici désormais, au centre de repos éternel de Mingiadi, que Fanny Dimbambo reposera pour l'éternité. C'est ici, pour les devoirs de mémoire, viendront et reviendront tous ceux qui lui sont chers. Fanny était et restera la sœur cadette de Madame Nicole Dimbambo Kitoko Bwanga, directeur général ad intérim de la radio-télévision nationale congolaise, qui désormais reste l'unique fille de son père Emmanuel Dimbambo et de sa mère Émilie Bwanga Mabwana. Dimbambo Ntekolo Mundele Fanny, l'on se console parce que nous savons, vous renaissez ces jours, que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Ainsi va la vie.
Différentes activités entreprises par le chef de l'État au Katanga après son séjour d'Addis Abeba en Éthiopie ont marqué la semaine du président avec Pierre Kibambe-Moïsa. Addis Abeba, où il a pris une part active aux travaux du 20e sommet de l'Union africaine, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a eu des entretiens à l'hôtel Hilton avec son homologue de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma. Le renforcement de relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Pretoria était au menu de cette rencontre à laquelle ont pris part le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, et l'ambassadeur de la RDC en République sud-africaine, Mpoku. L'Afrique du Sud est avec la Tanzanie, la Zambie et le Malawi, des pays qui ont déjà pris l'option de participer dans la force d'interposition dans l'est de la RDC. Toujours à Addis Abeba, le président de la République a participé en marge des assises de l'Union africaine à un sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique australe. La rencontre a été axée sur l'audition du rapport de la Troïka Défense, Sécurité Politique de la SADC sur le règlement de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Il se dégage de ces sommets qu'un consensus a été trouvé quant à l'intégration des forces neutres d'interposition au sein de la mission des Nations Unies pour des raisons de rapidité, des ressources financières disponibles et des moyens logistiques. Les ministres de la Défense et les chefs d'état-major de la CIRGL et de la SADC s'étaient réunis pour harmoniser et se mettre d'accord sur le schéma du déploiement de cette force. Ces déploiements devront être sanctionnés par une résolution de l'Union africaine qui sera envoyée au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Union européenne soutient les efforts des dirigeants de la conférence internationale sur la région de Grand Lac pour trouver des solutions à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et à la stabilité de la région. Le commissaire européen au développement Andris Piebalg l'a déclaré au sortir de l'entretien qu'il a eu à Addis Abeba avec le président de la République, Joseph Kabila Kabange. L'homme d'État européen a réitéré la disponibilité de l'Union européenne d'apporter son appui au développement en RDC, mais également à la force d'interposition en cas d'une résolution des Nations Unies irrélative. La RDC rationalise et révolutionne la gestion de ressources minières pour son développement intégral. C'est dans cette optique de réflexion, d'analyse et d'orientation que la ville de Lubumbashi accueille du 30 au 31 janvier 2013 la toute première conférence sur la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur minier. Lieu choisi, l'esplanade du mythique bâtiment du 30 juin, où le président de la République, Joseph Kabila Kabange, patronne cet événement de taille à tonalité nationale pour l'avenir du Congo industriel et minier. Il a été accueilli à son arrivée par le ministre de Mines, Martin Kabweloulou, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe et des personnalités urbaines de la capitale du cuivre, avant que l'autorité suprême du pays ne procède à l'ouverture officielle de ces assises sous la tente géante qui trône sur le lieu des travaux. Plus de 1000 participants de divers horizons. Président de l'ouverture solennelle de la conférence, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est revenu sur la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur minier congolais. Le chef de l'État a souligné l'importance d'une politique minière à travers le nouveau code minier, répondant aux préoccupations profondes du peuple congolais et des investisseurs. Il s'est engagé en outre à favoriser l'équilibre entre l'activité minière en pleine croissance et les retombées économiques et sociales pour que cet essor bénéficie à la population, pense le président de la République déterminé à voir le Congo minier et industriel prendre son envol pour toujours. C'est par l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est envolé le mercredi 30 janvier 2013 pour Dar es Salaam, capitale de Tanzanie. En visite éclair, le chef de l'État a été accueilli par son homologue tanzanien, Jakaya Mrisho Kikwete, en présence des hauts cadres de la RDC et d'une poignée de personnalités du pays hôte à l'aéroport international Julius Nyerere, qui était en fête pour un hôte de marque. Le cortège se dirigeait vers le State House, au cœur de Dar es Salaam. C'est là que les deux chefs d'État ont eu en tête-à-tête un entretien à huis clos. À la fois au four et au moulin, le président Joseph Kabila Kabange se met en quatre pour la recherche de la paix.
Il faut retenir que rien n'a filtré de cette rencontre qui rentre dans le cadre des consultations du président Joseph Kabila Kabange et ses pairs de la SADC avant la signature de l'accord cadre de sécurisation des frontières avec le Rwanda et l'Ouganda sous l'égide du secrétaire général de l'ONU. Aussitôt l'entretien terminé, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a pris congé de son hôte Jakawa Morisho Kikwete dans un climat exceptionnel. À l'aéroport international Julius Nyerere, une poignée de main fraternelle entre les deux chefs d'État au pied de l'avion a traduit l'excellence de relations entre Kinshasa et Dar es Salaam. C'est dans la soirée de ce mercredi 30 janvier 2013 que le président Joseph Kabila Kabange a retrouvé Lubumbashi, Wantanchi, chef-lieu de la province du Katanga. Et puis, le point de presse qu'a tenu le Premier ministre Matata Ponyo après l'élimination des Léopards à la 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2013. La remise reprise des gouverneurs élus, et c'est entre autres les sujets que nous avons retenus pour la semaine en 5. C'est une semaine signée Sylvie Moembo. Des Léopards de la République démocratique du Congo à la 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du football. Malgré ces 3 matchs nuls, les Léopards de la RDC n'ont pas eu le visa pour accéder en quart de finale. Les yeux des Congolais sont focalisés maintenant sur les éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Les vice-premiers ministres, ministres et vice-ministres se sont retrouvés le lundi autour du Premier ministre Matata Ponyo pour la réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Un seul point figuré à l'ordre du jour, il s'agit de 9 projets d'ordonnance faisant l'objet de la loi d'habilitation. Les nouveaux gouverneurs élus du Bas-Congo et de la province orientale, Jacques Mbadou Sitou et Jean-Saïdi Bamanissa, ont pris officiellement leurs fonctions cette semaine. Et s'est tenu cette semaine le forum et exposition pétrole et gaz de la République démocratique du Congo. Les participants ont passé en revue tous les problèmes liés aux hydrocarbures en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais entend reprendre les négociations avec les Fonds monétaires internationaux pour un nouveau programme après l'expiration de l'accord. Confirmation du chef de mission pour la République démocratique du Congo au département Afrique du FMI. 46 officiers de police judiciaire du ministère des Mines ont prêté serment le mardi devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Gombe. Ces OPJ auront pour mission de rechercher et de constater les infractions prévues dans le code minier. Les travaux du Forum sur la gestion des ressources minérales précieuses en République démocratique du Congo se sont ouverts le mercredi 31 janvier 2013 à Lubumbashi au Katanga. Au cours de ces assises, les entreprises minières ont été appelées à tenir compte de leurs responsabilités sociales vis-à-vis de la population. La décentralisation constitue le mode de gestion la mieux adaptée pour le développement de la République démocratique du Congo. Propos du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej-Manguez-Mons, au cours d'une conférence de presse qu'il a animée à Lubumbashi à l'intention des journalistes. À l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre Matata Ponyo a rencontré la presse pour faire le bilan de son gouvernement pour l'année 2012 et présenter les perspectives pour 2013. En République démocratique du Congo, et cela depuis des décennies, les artistes, toutes disciplines confondues, ne jouissent pas de leurs droits d'auteur. La journée franco-immortelle a été une occasion pour beaucoup de s'interroger sur le droit d'auteur de Luambo Makiadi 23 ans après sa mort. C'est une réflexion signée Bolemba Gabriel. Depuis que le monde est monde, l'homme ne peut vivre qu'à la sueur de son front. Il ne peut manger qu'au prix de sa sueur, c'est-à-dire de son travail. De sa sueur, de son travail qui se rend utile à lui-même, à sa famille et à sa communauté. Dans le domaine de la culture, l'artiste ne vit que de ses œuvres d'esprit. Hélas,
Contrairement à d'autres pays, en RDC, peu d'artistes, pourtant féconds par leur création, par leurs produits, jouissent de leurs droits d'auteur. La gestion de ces droits par l'État se révèle jusqu'à ce jour épouvantable. Immortel Luambo, journée en mémoire du feu Luambo Makiadi, John Penner, initié par le gouvernement à travers le ministère de la Culture et des Arts, est une opportunité pour l'État de se ressaisir et redonner espoir aux artistes. Luambo de son vivant est une des exceptions sur le plan matériel et financier à la règle du vécu quotidien alarmant des artistes congolais, particulièrement des musiciens. Si de son vivant, Luambo Makiadi a perçu sporadiquement ses droits d'auteur, 23 ans après sa mort, ses héritiers n'en jouissent point. Bien que dans l'au-delà, Luambo Makiadi demeure toujours vivant. Ses œuvres ne cessent de faire le bonheur et la joie des amoureux de l'art d'Orphée. En décrétant les journées franco-immortelles, le gouvernement s'acquitte d'un devoir moral. Hommage à un artiste musicien qui, 33 ans durant, a porté haut, très haut, l'étendard de la musique congolaise à travers le monde. Mélomane, fanatique, garde de lui l'image d'une figure emblématique, d'une légende de la musique congolaise. Aux affaires étrangères, parlons de l'élection du directeur de l'Académie diplomatique de la RDC au poste de rapporteur général de la Commission des droits internationaux de l'Union africaine, Jean-Paul Baziak. Engagé dans une dynamique de faire représenter les Congolais dans les organisations publiques et internationales, Raymond Chibanda, actuel chef de la diplomatie congolaise, poursuit son action pour que la RDC participe activement au sein de l'Union africaine. Sur instruction du chef de l'État de la RDC, le chef de la diplomatie congolaise a réussi à faire représenter la RDC au sein de la SADC et de la CIRGL par une nomination respective du secrétaire exécutif adjoint en charge des finances et de l'administration à la SADC et du secrétaire exécutif de la CIRGL. En marge du 20e sommet de l'Union africaine, le docteur Makese Mwanawanzambi, professeur à l'UNIKIN et directeur de l'Académie diplomatique congolaise, a été élu au poste de rapporteur général de la Commission de droit international de l'Union africaine. N'est-ce pas une fierté pour la RDC? Mes remerciements au chef de l'État et au gouvernement qui a bien voulu porter ma candidature au sein de l'Union africaine. Et je suis très heureux d'avoir honoré la République démocratique du Congo en étant le seul commissaire réélu au premier tour parmi les 8 candidats. Et c'est vraiment une opportunité pour la RDC de revenir progressivement au sein de la fonction publique internationale. Permettez-moi d'abord de féliciter le Congo pour cette réussite avec beaucoup d'éclat. Cérémonie d'échange de vœux au Parti républicain chrétien parti cher à Sédé Mozabosso Arthur. Une occasion pour le président national du parti de rappeler aux membres et cadres du parti la vision de celui-ci. Armé Bangando. Créé le 15 février 2011, le Parti républicain chrétien Parc en sigle, parti cher à l'honorable Sédé Mozabosso Arthur, est presque à son 2e année d'existence. Le 27 janvier dernier, son directoire national a organisé une cérémonie d'échange de vœux afin de rendre compte à tous les camarades le fonctionnement du parti comme l'exige la conscience. Je suis fier de dire tout haut, sans prétention quelconque d'une arrogance, que le Parti républicain chrétien a la matière grise. Les échéances électorales passées ont été une véritable vitrine de publicité pour notre parti, car il a su se faire connaître et se faire découvrir dans l'environnement politique de notre pays,
particulièrement au sein de notre camp politique, la majorité présidentielle. En tant que parti membre de la majorité présidentielle, le président national du parc promet son soutien inconditionnel au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la MP, pour la réussite de son mandat. Signalons sur le compte de bénéfices du parti que pendant que moi, votre serviteur et à l'époque autorité morale du parti, j'étais frappé d'incompatibilité politique par rapport à mon mandat au sein du gouvernement, car n'étant plus membre de mon ancien parti, l'exploit de rester au gouvernement jusqu'à la fin effective du mandat était par la volonté du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Avec tout le respect que je lui dois, que le chef de l'État a été le tout premier à accorder de la valeur à votre parti et qu'il croit en nous et à ses partis. Nous lui en sommes très reconnaissants. Échange de vœux également au parti Éveil de la conscience pour le travail et le développement. C'était en présence de Félix Kabange Numbi, autorité morale du parti. Virginie Lofembe. L'action politique Éveil de la conscience pour le travail et le développement, ECT, a organisé le mercredi 30 janvier 2013 la cérémonie d'échange de vœux entre membres et cadres de ce parti à son siège situé sur l'avenue de la Libération dans la commune de Lingwala. Après le mot de bienvenue prononcé par le secrétaire général Boniface Balamagé, l'heure était au bilan de l'année 2012 et des perspectives d'avenir 2013 de ce jeune parti dont le premier anniversaire a été célébré dans la méditation à cause de la guerre injustement imposée au Nord Kivu, dans la partie est du pays. L'autorité morale du parti, le docteur Félix Kabange Numbi, a remercié le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, ainsi que le Premier ministre et le chef de gouvernement, Augustin Matata Pogno, pour le choix porté à sa modeste personne. À l'ECT, nous disons que 2013 est une nouvelle année, parce que 2012 a été une année très marquante pour notre parti. Il vous souviendra que 2011 s'était terminé avec la victoire du président Joseph Kabila Kabange et surtout avec son discours d'investiture. Parce que vous vous souviendrez que nous nous sommes dispersés sur l'ensemble du pays et partout où nous avons été, les membres de l'ECT ont battu campagne sans honte pour Joseph Kabila Kabange. Voilà pourquoi, quand le chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, a placé son quinquennat sous le signe de la révolution de la modernité et sous le signe du social, déjà l'ECT, sans présager de ce qui pouvait arriver, a pris acte et a dit que l'ECT accompagnerait Joseph Kabila Kabange dans la matérialisation de la révolution de la modernité, ainsi que dans le social pour le peuple congolais. À l'Union des Congolais pour le progrès, la cérémonie d'échange de vœux a été marquée par la présentation de membres Antoine Roger Bolamba et Didier Amissi. Union des Congolais pour le progrès, UCP. Ce parti politique de la majorité présidentielle a son président. Il s'appelle l'honorable Eugène Serufou Lingaya Baseka. La position actuelle de l'UCP, sixième force politique de la majorité présidentielle, motive davantage ses cadres et militants à faire flotter remarquablement son drapeau dans la ville-province de Kinshasa et aux autres provinces de la République démocratique du Congo. Ce dimanche 3 février 2013, autour de leur secrétaire général, bienvenue à Kilima Limunganga, les hauts cadres, les cadres et les militants de l'Union des Congolais pour le progrès UCP, ville-province de Kinshasa, tous rangés derrière leur président interfédéral, apôtre Anto Kachala, ont organisé cette cérémonie d'échange des vœux pour raffermir le lien de solidarité et de partage entre eux tout au long de l'année 2013. Nous sommes là pour échanger les vœux, ça c'est un, et puis des deux, pour nous connaître avec notre hiérarchie et puis aussi avec notre base. Après ce mot du président interfédéral de la province de Kinshasa, le comité exécutif provincial, les présidents fédéraux, les membres de la commission électorale du parti, les élus nationaux et provinciaux, les hauts cadres dirigeants de l'UCP national ont été présentés à l'assistance. Le mot du secrétaire général de l'UCP, bienvenue à Kilimali,
a clôturé cette rencontre. Et nous, en tant que sommet du parti, nous sommes venus pour donner cette impulsion. Et ça a été aussi l'occasion pour que nous puissions faire le bilan du parti. Et nous avons démontré que le bilan du parti est largement excédentaire, avec 8 députés nationaux. Cérémonie d'échange de vœux également à l'ISIPA. L'heure était au bilan de l'année qui vient de se terminer. Suivez. ISIPA, Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse, son personnel, les étudiants et le PDG Martin Ekanda Onyangunga, bref, toute la communauté de l'ISIPA, a salué à sa manière l'année 2013. Au cours d'une cérémonie solennelle d'échange de vœux, le directeur général de l'ISIPA, le professeur Lodi, a loué l'initiative du PDG et initiateur de l'ISIPA qui concerne particulièrement l'achat de matériel nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, celle d'assurer une formation de qualité en informatique à la jeunesse congolaise. Après la présentation du corps académique et des activités des différents départements, le PDG Martin Ekanda Onyangunga a de prime abord indiqué que l'ISIPA n'était pas un patrimoine privé de la famille Ekanda, mais plutôt un patrimoine commun de tous ceux qui mettent la main à la pâte pour le progrès de cette institution d'enseignement supérieur dont la renommée a franchi les frontières nationales. Ce avant d'inviter tout le monde à l'amour du travail bien fait pour conduire encore plus loin cet alma mater. Voilà pourquoi Martin Ekanda Onyangunga a promis de faire tout ce qui est à son pouvoir pour améliorer davantage le social du personnel. S'agissant du rayonnement de l'ISIPA sur le plan international, le PDG Martin Ekanda Onyangunga a annoncé la signature de plusieurs contrats avec d'autres universités, comme celle du Maroc, en l'occurrence l'université Hassan II. Il n'a pas oublié le partenariat entre l'ISIPA et l'université de Namur. Tout ceci permettra d'accueillir les doctorants de l'ISIPA pour la défense de leur thèse. Son vœu le plus ardent est de voir l'année 2013 qui commence être la meilleure sur tous les plans. Femme, quelle est ta mission pour l'année 2013? C'est le thème d'une journée de prière qu'a organisé les femmes de l'église Bonté de l'Éternel, nous dit Lisette Mujinga dans son reportage. Pour la deuxième année consécutive, les mamans de l'église Bonté de l'Éternel viennent d'organiser une grande journée de prière sous le thème Femme, quelle est ta mission pour 2013 avec comme oratrice principale Madame Viviane Moulenda Kongolo. Se référant aux Écritures saintes, Madame Viviane a interpellé ses auditrices pour qu'elles puissent se redécouvrir des courages et de rompre avec les mauvaises habitudes et se tourner résolument vers Jésus-Christ pour réaliser des grandes choses qui permettent l'épanouissement de soi-même, de sa famille, de son église et de son pays. Dernière création du bon Dieu, a poursuivi Madame Viviane, la femme est détentrice de beaucoup de qualités, de potentialités et de compétences que le bon Dieu a investies en elle. C'est à elle de les valoriser et permettre ainsi la société d'évoluer positivement vers le bien-être, car ce que la femme veut, dit-on, Dieu le veut. Pour 2013, Dieu cherche une femme pour accomplir sa mission. C'est pourquoi elle a invité ses interlocutrices à s'impliquer dans tout ce qui concourt à la réalisation de ce vœu. Clôturant cette prière, le prophète Teddy Kazadi-Dadi a reconnu à la femme une matrice bienfaitrice, porteuse d'espoir de toute une société, porteuse de tendresse, d'amour et d'humanisme. Pour preuve, a-t-il souligné, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, la femme n'a jamais pris des armes pour créer des rébellions, prouvant ainsi son attachement à la paix et à la stabilité du pays. Notons que cette grande journée de prière était agrémentée par la sœur Laure Lembambongo qui a tenu l'assistance en haleine avec ses chansons qui rendent grâce à Dieu. Et voilà, c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Ngassia. Demain, 7h, Agathe Makila. Restez branchés sur la chaîne nationale. Merci de votre fidélité, encore une fois.